Bonjour à tous. Donc nous, on va faire une petite présentation sur l'audit en continu, qui pour nous est la clé de la conformité démontrable. C'est la problématique du jour qu'on vous pose aujourd'hui. Donc moi, je suis Alexandre Brianceau, je suis responsable de production chez Normation. Et puis Benoît Pécat. Moi, je suis Benoît Pécat, je suis architecte sur le produit Radar Normation. Alors, on parlait de Normation, Rudder. Normation, en fait, c'est un éditeur de logiciels open source français. Notre solution open source, c'est donc Rudder. On a quelques références, que ce soit dans le milieu industriel ou dans le milieu public, avec des soutiens étatiques et d'Île-de-France. Ça fait 7 ans, donc on aime à se dire qu'on est encore une start-up malgré nos 7 ans, puisqu'on reste une équipe soudée permettant d'être assez agile et dynamique. Si on revient à peu près sur notre sujet, on va faire une petite partie introductive justement pour resituer le contexte au niveau de la conformité et pourquoi est-ce qu'on parle de continuité. Et puis forcément, on va transcrire cette problématique-là et essayer de la décrire et de résoudre cette problématique, même si tenter de la résoudre à partir de la solution Rudder, avec une mise en application pour rentrer un peu plus dans le détail technique et terminer par une conclusion. Donc en partie introductive, peut-être que ce qui peut être le plus étranger par rapport à la conformité, c'est, je dirais, l'aspect continuité. Donc aujourd'hui, la continuité, de toute façon, c'est quelque chose qu'on possède tous un peu intrinsèquement, puisqu'on connaît la scalabilité de nos applicatifs, de nos utilisateurs, de nos serveurs. Donc on a une croissance qui va être en perpétuelle augmentation, donc en continu. La connexion en continu, évidemment, puisque aujourd'hui, on n'imagine plus vraiment ne plus avoir accès à ses mails en pleine nuit, même pour 2 heures. Et une menace en continu, ça je ne vais rien vous apprendre, rien ne s'arrête aux frontières, les risques ne s'arrêtent pas parce que c'est la fin de la journée du travail. Tout ça pour dire qu'on doit rentrer dans une gestion de production informatique continue. Je parle bien de gestion de production et pas forcément de sécurité, même si on est issu plus ou moins de la sécurité. Moi j'ai fait un master de sécurité, j'ai pas mal bossé autour de ces sujets-là quand j'étais chez Bull justement. Benoît et aussi peut-être tout à l'heure il pourra en toucher un mot de son historique, mais aujourd'hui on essaye d'avoir une approche qui est globalisante et pas uniquement une approche sécuritaire, mais qui in fine du coup apporte un plus sécuritaire quand on parle de conformité. Justement en conformité, aujourd'hui il y a 2 semaines j'ai un client, un grand transporteur français qui me disait, un RSSI, il me disait, je ne suis plus piloté par les risques, je suis piloté par la conformité. Je dois juste me conformer à des règles qu'on m'impose, qui n'ont pas forcément un sens pour moi, ou tout du moins, je ne suis pas forcément sizé pour réussir à répondre à ces problématiques de conformité. J'en ai listé, mais je ne vais rien vous apprendre. Et d'autant plus quand on parle d'un socle qui est de plus en plus dynamique et en perpétuelle croissance. Donc forcément, depuis la virtualisation, ça ne vous a pas échappé. On a un parc de plus en plus grand. Le cloud et les conteneurs n'aident pas non plus. Et la philosophie DevOps peut apporter des très bonnes choses liées à la sécurité, puisque ça veut dire aussi qu'il y a une synergie des équipes. On va essayer de décloisonner les équipes. Malheureusement, de mon expérience précédente, ce n'est pas forcément le cas. Les équipes de sécu restent souvent sur le banc. Ça, c'est une autre problématique. On pourra peut-être parler de DevOps, y compris de SecuOps. Sur le référentiel, c'est tous ceux que vous avez dans le produit qui sont affichés là ou il y en a d'autres? Non, il n'y a aucun référentiel dans le produit. Il n'y a aucun référentiel. L'objectif, c'est que ça en est. En fait, on a essayé de penser notre solution de façon à ce qu'elle soit applicable dans n'importe quel domaine. L'objectif, c'est juste de faire de l'enforcing ou de l'auditing de configuration en continu. Après, en ce moment, on essaye de penser à peut-être avoir des partenaires justement qui connaissent bien la sécurité pour pouvoir implémenter des règles et faire des jeux de règles. Et comme on est open source, on aimerait bien que ça soit distribué ensuite après open source. Si ça vous intéresse, on est preneur. N'hésitez pas. Bon, finalement, quand on parle donc de conformité et puis de socle agile et dynamique, on se retrouve finalement à avoir une bibliothèque de choses à vérifier. Et quand on va essayer de faire un audit de tout ça, ça va sûrement être assez compliqué. Alors, on parle de conformité, donc on va définir une politique qui va correspondre à une ou n conformités. On va l'appliquer. Très bien, c'est appliqué. Félicitations. C'est pas toujours évident déjà cette partie-là. Après, la problématique, c'est qu'on va devoir faire des audits réguliers, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer une fois que ça a été appliqué. Donc on va faire des audits de 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Peut-être qu'en fait, on ne va pas faire un audit sur tout notre système d'information, parce que ça coûte trop cher, on n'a pas le budget cette année.
toujours les événements qui peuvent se passer, et sachant que par contre votre informatique, elle attend pas en fait. Donc il y a une dérive qui va se créer. On la retrouve au niveau de la configuration système. À vrai dire, notre solution était plutôt orientée à la base, je dirais, pour répondre à des problématiques qui sont orientées sysadmin. Et donc c'est de la gestion des configurations qui sert aussi sysadmin, mais également à la sécurité, parce que forcément, in fine, on va parler de registre, on va parler d'applicatif, on va parler de configuration. Et il n'empêche qu'on va avoir une dérive. Si on met le cap droit devant pour aller à New York, si jamais on ne redresse jamais la barre, il y a peu de chances qu'on arrive à New York. C'est pour vous planter à peu près le décor de tout ça. Maintenant, on va pouvoir vous parler un petit peu de Rudder pour au moins fixer les idées de à quel point est-ce que notre solution va essayer de s'ancrer dans ces problématiques. Et c'est Benoît qui va faire cette partie-là. Donc moi, je vais plus vous parler donc, de Rudder, son principe de fonctionnement, et puis on va voir sur un petit exemple comment on l'utilise pour mettre en place soit un audit, soit une configuration. Donc, tout d'abord, Rudder, ce qu'on définit dans Rudder, ce sont des états. C'est-à-dire qu'on va utiliser un langage de type déclaratif pour définir ce que l'on veut obtenir, et non pas un langage de type impératif. Donc, quelques exemples pour montrer la différence. Une action dans un langage impératif, c'est « je veux installer un paquet ». Dans un langage déclaratif, c'est « je veux qu'un paquet soit installé ». La différence n'a pas l'air bien grande, parce que finalement, un paquet, à la fin, il est installé, puis voilà. Même pour les autres, démarrer un service ou le service est démarré, le résultat est le même. La différence, c'est essentiellement dans la façon dont on interprète ces actions. Si vous avez une commande qui sert à installer un paquet, qu'est-ce que vous faites si le paquet n'est pas installé? Vous l'installez. S'il est déjà installé, est-ce que vous retournez une erreur ou pas? La différence ici, c'est qu'on va, en cas d'erreur, en cas de paquet non présent, on va l'installer. En cas de paquet présent, on va considérer que tout va bien. On ne va pas retourner d'erreur. On va ne retourner d'erreur que si on n'arrive pas à l'installer alors qu'il était absent. Et donc, on va se retrouver avec 3 cas. Le cas, le paquet était absent et on a réussi à l'installer. Le cas, il était absent, on n'a pas réussi à l'installer. Et le cas, il était présent et tout va bien. Ce qui nous permet de différencier beaucoup de choses et ce qui nous permet aussi de séparer tout cela en plusieurs étapes, dont une qui est uniquement la vérification de l'état. On a demandé un état, je veux que le paquet soit installé. Et avec la même commande, on peut soit dire je veux que le paquet soit installé, soit on peut dire je veux vérifier que le paquet est installé. Auquel cas, on ne fait qu'une vérification, qu'une partie de cette commande. Et donc, le simple fait de changer toutes nos commandes, tout ce que l'on demande, d'une forme impérative à une forme déclarative, nous permet d'obtenir beaucoup plus de fonctionnalités. Et aussi d'être beaucoup plus précis sur le résultat, puisqu'on va toujours vers une cible à obtenir, plutôt que d'accumuler des étapes une par une, dont l'une pourrait dépendre de l'autre. Donc, dans Rudder, ce que l'on fait, c'est qu'on va définir un état cible, ici. Ça se fait sur le serveur, à travers l'interface de Rudder, où on décrit ce que l'on veut obtenir sur les différents nœuds. Ensuite, les nœuds vont chercher dans Rudder leur politique de configuration. Donc, c'est chaque nœud qui va lui-même chercher sa propre politique. Le serveur ne pousse jamais aucune information au nœud. Une fois que ce nœud a sa politique, il l'applique en local, que le serveur soit présent ou non. Il l'applique, et pour cela, il a le choix, enfin il n'a pas le choix, il fait ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire qu'il commence par vérifier si, pour le cas de l'installation de paquet, si le paquet était installé. S'il n'était pas installé, il remédie au problème, puis il indique que le paquet est installé et il fait son rapport. Et il fait cela régulièrement. On peut lui avoir demandé de ne faire que la vérification, auquel cas il ne fait pas la partie remédiation. Et donc régulièrement il va faire son rapport et le serveur va recevoir ce rapport pour vous l'afficher, vous en donner un aperçu. Donc Rudder se base sur un agent qui est assez léger, qui peut appliquer ses règles assez rapidement, qui consomme assez peu de mémoire. C'est pourquoi on le fait tourner fréquemment, par défaut toutes les 5 minutes. Ce qui nous permet d'avoir quasiment en continu l'application de toutes les règles que l'on met dans Rudder, ou la remontée d'informations que l'on a demandé, l'audit que l'on a demandé dans Rudder. Donc, faible consommation mémoire, faible consommation CPU.
Aujourd'hui, lorsqu'on met une centaine de règles, on arrive à peu près à une exécution en moins de 10 secondes. Bien sûr, ça dépend aussi de votre matériel. Rudder tourne aussi, par exemple, sur des petits appareils ARM. Auquel cas, on peut tabler sur une exécution plus proche de la minute, voire plus. Ça dépend complètement de vos règles. Donc, Rudder est déclaratif. Donc, ce qu'on va décrire dans nos politiques, c'est un état. Et une fois qu'on a décrit l'état souhaité, on choisit si on veut que cet état soit en mode enforce, auquel cas on va faire la modification sur les machines, ou on veut qu'il soit en mode audit, auquel cas on va juste vérifier et remonter les erreurs au serveur. Alors, à quoi ça ressemble? Aujourd'hui, on va définir cet état à partir de petites briques. On a des petites briques, ici, qu'on appelle des generic méthodes. Ces generic méthodes sont des fonctions de base, de type installer un paquet, enfin, je veux qu'un paquet soit installé, de type je veux qu'une ligne soit présente dans un fichier, je veux que tel fichier ait tel droit, etc. Ce sont des fonctions vraiment basiques, disponibles partout. On va composer ces fonctions basiques pour produire ce qu'on appelle une technique. Ces techniques vont être des blocs de base que l'on va utiliser par la suite dans notre configuration. Donc ici, quelques exemples tirés des recommandations de l'ANSI. Gérer le dépôt des paquets, on veut qu'il y ait un dépôt de paquets bien défini, clairement défini, unique, on va mettre celui-là. Et une fois qu'on aura ces techniques clairement configurées, on les agrège dans ce qu'on appelle une règle, et une règle va correspondre à une politique de sécurité, à une règle de configuration pour un environnement donné, ou pour certains types de machines. Comment cela se présente? Alors ici, on a une technique c'est paramétré. Donc ici, on a une technique qui sert à gérer les utilisateurs. Et on va créer un utilisateur qui s'appelle Jonathan Clark. Et on va avoir un certain nombre de paramètres liés à cet utilisateur. Cette technique n'est pas, à partir du moment où elle est paramétrée, n'est pas appliquée à toutes les machines, elle est appliquée à personne tant qu'on ne l'a pas mise dans une règle qui va l'appliquer à une certaine catégorie de machines. On peut faire tout simplement des règles qui s'appliquent à toutes les machines, mais on peut aussi choisir de ne pas les appliquer partout. Donc ça, c'est le cas d'une technique déjà écrite, mais on peut vouloir écrire soi-même ces techniques. Et donc c'est là qu'on va prendre toutes nos briques Lego pour construire la technique. Parce que Normation ne peut pas, à l'avance, connaître tous vos besoins, ne peut pas connaître toutes les configurations de tous les logiciels. Donc, chacun... Oui. Parce qu'on n'est pas omniscient. On a eu le problème de... C'est pas une question d'omniscience, c'est que les standards ils sont déjà entre le NIST, la NSA, l'ANSI, il y a des guides quasiment pour tout ce qui existe. Oui, mais tout simplement, aujourd'hui, on a une technique de configuration Apache, on n'a pas de technique de configuration Nginx, et on se retrouve avec un... Oui, mais ça nécessite aussi pas mal de temps de travail, on n'a pas tout, et on n'a pas tous les logiciels. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de logiciels et il en existe toujours plus que ce que vous pouvez, que ce que vous connaissez. Par exemple, c'est un gestionnaire de satellites européen qui est mandaté pour exploiter pendant 15 ans les satellites. Effectivement, ça c'est le cas à la marge. Alors on en a un autre qui fabrique des voitures allemandes. Aujourd'hui, nous on fait pas mal de types de comptes. 99,999% des cas, on est basé sur des trucs publics. Et puis après, il y a nos connaissances des politiques de durcissement. Alors on vient avec un certain nombre de techniques, mais on fournit l'éditeur de techniques qui est de plus en plus utilisé par nos clients parce que justement, on ne rentre pas dans toutes les cases. On ne peut pas rentrer dans toutes les cases, donc ça permet de gérer tous les cas que nous n'avons pas développés. En fait, vous cherchez des volontaires justement pour intégrer tout ça. La solution est Mais open source, bien sûr. Là, c'est un appel à contribution. Il y a moyen de s'associer. Oui. Et donc on fournit pour ça justement des briques de base qui vous permettent d'étendre la solution parce que justement on ne connaît pas toutes les solutions. Voilà à quoi ressemble l'interface pour étendre les techniques. Donc ici on a une nouvelle technique qui ne contient qu'une seule brique de base qui va tout simplement forcer le contenu d'un fichier. Alors une brique de base c'est paramétré par deux choses, un ensemble de paramètres qui sont spécifiques à la brique. Tout simplement, ici, pour forcer le contenu d'un fichier, ça va être le contenu, le nom du fichier, le contenu, et est-ce qu'on veut vraiment forcer le contenu ou juste avoir ce contenu présent sans modifier ce qui était là avant.
et un certain nombre de paramètres qui sont communs à toutes ces briques, qui sont des conditions dans lesquelles cette brique s'applique. Comme j'ai dit, ces briques représentent des états. On veut qu'une ligne soit présente, mais on ne veut pas ajouter la ligne. Typiquement, c'est un cas particulier où on préfère avoir un état parce qu'ajouter une ligne, on risque de se retrouver à l'ajouter 50 fois. Et donc, on peut se retrouver tout de même à avoir ces états qui ne s'appliquent que sur certaines conditions. Et donc, c'est ici qu'on a la possibilité d'avoir des briques qui s'appliquent uniquement sur Linux, uniquement sur AIX, uniquement sur Windows, ou qui dépendent du résultat d'application d'une autre brique. Voilà un petit aperçu un peu des briques qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle le generic method. Je dis briques ici, mais ça s'arrête à P, donc il en reste encore quelques-unes. On en ajoute régulièrement. On essaie de faire en sorte que ce tableau soit aussi complet que possible. Déjà, avec ça, on peut faire à peu près tout ce qu'on peut. Donc, ce qu'on va faire, c'est C'est très orienté Unix, en fait, pour l'instant. c'est orienté Unix et Windows. C'est-à-dire qu'on a il manque toute la partie ici, gestion de composants et base de registre. Avec une partie. Je vais initier. Une Voilà. des avantages en fait de Rudder, c'est que c'est multisystème. Donc on a AIX, Voilà. BSD, Windows, Linux. Donc l'idée derrière, c'est que ces briques aussi soient indépendantes de l'agent qui l'applique derrière. C'est-à-dire que ce soit sur un Linux ou sur un Windows ou sur autre chose, on va utiliser la même brique pour faire la même chose. Ce qui vous permet de reprendre vos configurations et de les réutiliser sur d'autres systèmes. Gérer un paquet sous SUSE, sous Red Hat ou sous Debian, c'est pas le même outillage, la même problématique. C'est-à-dire qu'on a la même problématique, C'est la même gérer le problématique. paquet, sauf que c'est pas les mêmes outils qui sont dedans. Donc plutôt que de s'amuser à faire à la main, c'est directement la generic method qui va, en fonction de l'OS, le faire. Ou installer la fonctionnalité si on parle de Windows par exemple. Et pour ce qui est de la version Windows, on vient de réécrire un agent basé sur DSC pour Windows. PowerShell Design Assets Configuration, partenariat Voilà. avec Microsoft France. Tout à fait. Le bon goût d'avoir la même approche en fait, des définitions par état, plutôt que d'avoir un mode impératif. Et donc on a pu s'appuyer dessus pour pouvoir porter notre modèle sur Windows. Donc on va faire un petit exemple. Alors c'est un exemple simplifié, hein, vous allez y voir des erreurs, des limitations, etc. C'est essentiellement pour vous expliquer le principe de fonctionnement. Donc on va commencer par une règle, on va faire une règle qui contient deux éléments. Tout d'abord, interdiction de se connecter en route sur un système. Donc chacun doit se connecter avec son compte. Et on doit diffuser les clés publiques des utilisateurs pour qu'ils puissent se connecter avec leur propre compte avec une clé publique sur les machines. Donc tout d'abord, éviter la connexion en route. On va simplement prendre une brique de modification de clé valeur dans un fichier. Et on va faire en sorte que la clé permit root login dans le fichier sshd-config et la valeur no. Et les utilisateurs root seront interdits de se connecter. Alors il y a quand même une petite chose à faire, c'est que derrière, il faut redémarrer le service si il y a une modification. Et c'est pour ça que lorsqu'on va aller dans Service Restart, ici, on va constater qu'il y a une condition particulière qui est n'applique la brique Service Restart que si le fichier a été modifié précédemment. Et c'est là que nos trois états nous devient intéressant aussi. C'est que le fait d'avoir une différence entre le fait qu'on ait modifié ou pas et qu'on ait réussi à faire cette modification nous permet d'avoir des conditions fines sur l'exécution de certaines méthodes par la suite. Donc il y a des cas, contrairement à ce que je disais au tout début, certaines méthodes ne sont pas des états. Service Restart n'est pas un état. Il y a des cas particuliers et on est obligé de faire des petites entorses. Donc c'est pas uniquement de la collecte, il y a aussi une partie action. Oui. Et finalement, ça revient un peu comme le fait, c'est il y a un Oui. état, on vérifie à chaque fois que Tout à fait. Sachant que la partie action est désactivable. C'est-à-dire que si on est en mode pur audit, cette méthode, qui sera exactement la même, on n'y touche pas, on écrit exactement le même code, hein, en mode audit ou en mode enforce. En mode audit, il va juste vérifier la différence, et si elle est différente, il ne va pas aller plus loin, il ne va pas faire le restart, il ne va pas toucher le fichier, il ne va rien faire d'autre. S'il est en mode enforce, il va faire la modification et redémarrer le service par la suite. Et tout ça vient un bouton, c'est pas un deuxième produit, comme pour d'autres produits concurrents sur lesquels il faut installer un ajout supplémentaire ou directement prévu. En gros, là, on a la différence entre
dans le mode écriture, si vous avez un flag de debug. Un flag audit enforce, il s'appelle. Vous passez dedans qui doit écrire. Voilà, tout à fait. C'est applicable sur... Et donc ce flag s'applique chez nous soit technique par technique. Quelqu'un dit je veux que toute cette technique, quel que soit l'endroit où elle s'applique, soit en mode audit ou qu'elle soit en mode enforce. Ou on peut avoir ce flag machine par machine et dire sur cette machine je ne veux aucune modification, tout sera en mode audit, même si on a demandé qu'autre chose soit en mode enforce. Et donc on peut faire le choix au moment final de la configuration de la règle. Ensuite, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la règle en mode audit. Donc on va mettre dans une règle, je veux appliquer à tous mes nœuds la technique précédente, et je la mets en mode audit. Ici, je l'ai appelé SSH restriction. Et à partir de là, on va avoir application à tous les nœuds. C'est-à-dire qu'on va avoir mise à disposition de cette politique sur le serveur à tous les nœuds qui sont connectés à ce serveur. Oui. Si vous avez des différences de version, alors admettons que le permis de route login, ça ne soit pas permis de route login, mais permis de route d'accès, je ne sais pas quoi, parce que la version a changé avec les mises à jour. Comment vous gérez ces différences de version? De version des logiciels qu'on gère? Des logiciels installés. Alors aujourd'hui, on le fait à travers des conditions dans la technique. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on écrit la technique, on spécifie, voilà. Si ça correspond à telle version d'OpenSSH. Voilà, c'est ça. On met des conditions dans la technique sur les versions, sur l'OS, sur tout ça. Oui, on parle aussi des groupes dynamiques après. Après, on va revenir justement sur cette partie-là qui peut vous aider sur les groupes dynamiques. Et donc, oui, ce que je disais, c'est que les nœuds vont aller chercher leur politique, puis l'appliquer. Une fois qu'ils l'auront appliqué, ils vont remonter un rapport. Un rapport qui est remonté sur le serveur. Donc ici, on est dans le cas d'un serveur qui a 3 agents et dont toutes les techniques sont en mode audit sur ces agents. On constate que sur l'agent 1 et sur le serveur, la configuration est correcte. Par contre, sur l'agent 2 et sur l'agent 3, la configuration a un problème. Dans l'interface de Rudder, on peut aller creuser d'où vient le problème. Donc sur le petit triangle, là, on va aller cliquer et on va aller regarder d'où vient ce 50% d'erreur ici. Donc on va dans le petit triangle, on se dit que la technique a eu un problème, on creuse dedans, on regarde, on se dit tiens, la clé n'est pas présente dans le fichier de configuration. Et donc à tout moment, dans l'interface de Rudder, on peut cliquer sur les endroits où on a une erreur pour essayer de creuser d'où vient cette erreur à l'intérieur de la politique qu'on a définie, ou dans les machines que l'on regarde. Oui, tout à fait. Il y a des rapports aussi historiques en format PDF. Sur quel plan ici? Ah, l'argent tourne en tant que route. C'est un service Windows aujourd'hui ou un service Linux? Non. On a sur le tout à l'heure, si vous avez vu l'œil et le code magnifique, on n'a pas de certification. Pour autant, C'est compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas audité. Donc, comme je disais précédemment, on peut assez simplement, dans une règle, choisir le mode audit ou le mode enforce. Donc l'étape suivante, quand on arrive dans ce cas-là, et on a constaté les différentes machines qui n'étaient pas compliant, on va tout simplement passer en mode enforce si on constate que ça ne nous dérange pas sur ces machines-là. Parce qu'on a la liste de toutes celles qui vont être modifiées. Si on ne l'a pas, on l'a pas. Et à partir du moment où on le passe en mode enforce, la modification va être effectuée sur les machines, et du coup, ce niveau va passer à 100%. On l'espère s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas quelque chose qui nous empêche de le faire correctement. Un autre exemple ici, pour déployer des clés SSH, je ne vais pas redévelopper le déploiement de clés SSH puisque ça fait partie des choses qui sont fournies dans Rudder. D'ailleurs, le permis de route login aussi, mais c'était pour vous montrer. Le déploiement de clés SSH est fourni dans Rudder, donc on a déjà la technique, il suffit juste de la paramétrer. Et donc ici, on ne va pas utiliser les briques, on va tout simplement rentrer les différents paramètres que l'on veut donner à cette technique. Et ici, je vais configurer mon utilisateur et mettre ma clé SSH dedans. Et on peut ajouter autant d'utilisateurs qu'on veut, bien sûr, dans cette technique, pour gérer les clés de tout le monde. Et donc cette fois, on n'a pas à faire ce développement, et en quelques clics, on ajoute
Alors ici, c'est ce à quoi ça ressemble dans l'interface de Rudder. Si on veut rajouter dans notre règle aujourd'hui que j'avais appelée restriction SSH, on veut ajouter une nouvelle technique. On choisit la nouvelle technique à ajouter, c'est celle-ci, et elle apparaît dans la liste des techniques appliquées aux machines. Oui. Oui. Alors, à travers l'interface de l'outil, vous voulez... alors aujourd'hui, il y a déjà les écrire. Je sais qu'on les a pas. On les a écrits, mais c'est la forme. D'accord. Sachant qu'après, on peut choisir un et normalement à terme, je ne sais pas encore à quelle échéance, on va essayer de créer un market qui permettrait de pouvoir faire des échanges parmi la communauté de réglementation. Là, on arrive dans la problématique d'un market avec des dizaines, des centaines de versions de différentes choses, on a du mal à avoir. Voilà, alors après, donc, il faudrait penser un peu à un mécanisme qui permettrait d'avoir un fonctionnement qui reste sain. Mais voilà, je serais à votre place, je ne ferais pas comme ça. Une autre question. Oui. Comment est-ce que je fais avec des contextes un peu très sensibles où je ne peux pas exécuter de code dessus? Potentiellement, pour extraire une partie de la code. Est-ce que vous avez un fonctionnement offline ou pas? Non, non, non. Alors, fonctionnement offline, si. Par contre, non sur le serveur, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'agent peut fonctionner en offline, mais il fonctionnera en tant que... Voilà, je ne peux pas. Aujourd'hui, non. Un fichier de compte, c'est un fichier texte. Si l'idée c'est de copier son fichier texte par HTTP sur un serveur intermédiaire en DNS, c'est pas garanti. J'ai trouvé le serveur dans le commerce. Non, mais imaginons qu'on puisse sortir la conf, par exemple une conf réseau ou une conf une appliance quelconque, qu'on puisse la sortir et la déposer quelque part. À ce moment-là, on peut effectivement faire une analyse de fichier sur un serveur qui quelque part va prendre. D'accord, c'est pas obligatoire, mais on ne peut pas faire sur. Oui, non, pour l'instant, il y a nécessairement un agent aujourd'hui pour que ça fonctionne. Donc je dis que tout repose, justement, on parlait de la continuité, mais tout repose sur le fait de la continuité par un agent déployé localement. On a la même problématique en fait sur les APNS réseau, sur lesquels tant qu'on n'a pas de limites, sur lesquels on peut, maintenant avec les NRV, c'est une meilleure idée. Aujourd'hui, la problématique réseau reste entière pour nous, on ne peut pas gérer cette problématique-là à travers Rudder aujourd'hui. Après, vous pouvez créer une user story sur le rudderproject.org pour pouvoir amener cette problématique et c'est un cas d'usage qui est intéressant. Quand on est ouvert à tout utiliser les développements qu'on pourrait faire sur un nouveau Donc ici, j'ajoute la règle, pour continuer mon exemple, j'ajoute la technique à ma règle, et donc je me retrouve avec une règle qui a maintenant deux techniques qui lui sont appliquées. Et on se retrouve, tout comme précédemment, à avoir un pourcentage de compliance par rapport à ces techniques et à pouvoir constater si ça a été appliqué correctement ou non sur les machines ou si cela correspond à ce qu'on a demandé ou non, selon le mode qu'on a choisi. Autour de Rudder, puisqu'on ne va pas uniquement, c'est le but, on va appliquer des règles, mais autour de toutes ces règles, on a besoin d'un certain nombre d'outils pour contrôler le bon fonctionnement de Rudder. Donc on a la notion de change request dans Rudder, ce qui vous permet de, lorsqu'on veut faire une modification, puisque Rudder peut faire des modifications sur votre parc, vous pouvez, lors de modification, demander la validation par change request. C'est un mode, donc ça fait sur tous les changements. On a la notion d'audit log. Toute modification faite sur le serveur, modification de configuration, est suivie dans un log d'audit. Toute modification faite sur l'agent est suivie grâce à un log qui est remonté au serveur. On a donc la date et l'heure des modifications.
Et enfin, toute modification faite sur des fichiers sur l'agent induit le backup du fichier modifié pendant un certain temps sur l'agent lui-même. Donc, le système de change request, c'est tout simplement à la place d'un système de validation simple de la modification, on a un nouveau bouton qui s'appelle Open Request, et vous avez par la suite accès à cette change request par une autre personne qui a des droits différents, qui va pouvoir valider ce changement. Imaginons une équipe de sécurité opérationnelle, par exemple, qui souhaiterait déployer une règle de sécurité, sauf qu'elle n'a pas la main sur la production, c'est le responsable de production qui a la main pour in fine déployer la règle sur la production. Ce mécanisme pourrait servir dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la politique de sécurité, enfin, la directive, la technique, est déployée par l'équipe de sécurité, proposée par l'équipe de sécurité, et sera validée par l'équipe de production. On connaît tout de suite le biais qui va être que bon, il va sûrement se oublier, annuler, bon, ça répond pas à cette problématique-là. Voilà. Mais ça peut être aussi un stagiaire ou quelqu'un qui est en apprentissage sur Rudder, par exemple, et qui permet d'avoir un élément de contrôle supplémentaire, ou tout simplement la 2 paires d'yeux qui permet de pouvoir vérifier avant de mettre en production n'importe quel changement. Le mode audit d'ailleurs est très souvent utilisé pour ça. On a un industriel allemand, par exemple, a commencé par là. Il a d'abord déployé ses règles et ses directives en mode audit. Il a fait ses modifs à la main comme ce qu'il faisait avant pour pouvoir avoir une conformité à 100%, et après il est passé en mode force. Et entre-temps, maintenant, il passe avec les change requests pour s'assurer qu'il n'y ait pas de modification. Je comprends pas, c'est que des fois, il y a quelque chose un peu compliqué que ça. Par exemple, s'il n'y a pas la clé, c'est la clé de l'utilisateur. Ça peut être soit parce que effectivement, il a été effacé, soit parce que la PKI n'a pas fait son boulot. Comment on statue en fait? On n'a pas la raison, c'est-à-dire que si on est en mode enforce, on la remet, puisque la règle implique qu'elle est censée être présente. D'accord, donc il faut refaire l'opération par rapport à la PKI et tout ça, pour régénérer une clé. La clé est définie ici dans la configuration, c'est-à-dire que si vous n'avez pas défini de clé, si vous ne connaissez pas la clé, vous ne pouvez pas écrire la configuration. Il n'y a juste pas d'un fichier. Nous, on n'a pas d'adhérence à On essaye de la clé, minimiser. ça va être compliqué. Nous, on minimise les adhérences avec les systèmes externes pour réussir à être flottant et notamment converger, in fine, parce que l'objectif, Ça, c'est j'ai de fait un faire change request, donc on va dire on va régénérer la clé, mais si ça n'a pas service. C'est pas un change request au sens CMDB à ce moment-là. Nous, ce qu'on a, on a des plugins par exemple avec des API de CMDB, comme ServiceNow ou d'autres, ou Altop, parce que c'est vraiment une solution open source, c'est quelque part avec Combodo, avec Altop. On fait la change request à travers la CMDB qui, elle, va s'occuper de faire tous les appels à la PKI et à Rudder pour pouvoir déployer la nouvelle clé sur le serveur. Mais après, nous, on s'occupe juste de savoir si la configuration est correcte par rapport à un état donné. Voilà, ici, la notion de change request est essentiellement technique interne à Rudder, qui est une personne change la configuration et elle est validée par une autre personne. 90% des cas, c'est plus une audit, parce que vous avez une réparation pour comprendre. On espère pour vous. Si ce n'est pas le cas, en fait, on a un charset, enfin un charflow qui est assez utile, qui fait un découpage de toutes les 6 heures des 3 derniers jours et qui permet de voir si on a eu beaucoup de changements de configuration sur un nœud. Et donc ça peut permettre de nous dire, tiens, on a peut-être eu une attaque, une tentative de, ou alors là, ça correspond à l'arrivée de mon prestataire qui nécessite à chaque fois l'accès route. On va le retrouver à travers l'event log dont je parlais juste avant et à travers ce charset, on va voir qu'il y a un gros. Oui, parce que, enfin, pas l'event log, on verra après, mais sur l'event log, c'est les modifications qu'on fait dans Rudder. Donc ici, on trace qui a fait quelle modification quand. Ici, j'ai un utilisateur qui s'appelle admin. Et donc, il a fait une modification sur la directive Rudder. Et ici, si je vais cliquer ici, je peux avoir plus de détails pour savoir quelle était la modification effectivement qui a été faite à cette heure-là. Comme on stocke toutes les modifications depuis toujours, on peut aussi revenir en arrière à travers cet event log et reprendre la configuration telle qu'elle était à ce moment-là. Sachant que revenir en arrière pour éviter la non-application, ça ne revient pas en arrière, on écrase tout ce qui s'est passé. On n'écrase pas l'historique, jamais. On reprend l'ancienne config et ça fait un nouvel état supplémentaire en gardant l'historique de ce qui s'est passé, y compris l'action de revenir en arrière. Par contre, voilà, si lors des modifications sur l'agent lui-même, c'est là qu'on a un pic qui indique combien de modifications et quand elles sont survenues. C'est-à-dire que ici, on prend en compte non seulement le fait qu'une modification a été demandée à travers le serveur, je veux changer une option de configuration, mais aussi lorsqu'une modification a été modifiée localement sur l'agent, une personne a été faire la modification à la main, le serveur va revenir en arrière en disant il faut telle configuration, je la remets. Et donc ça va apparaître ici comme un changement est survenu sur l'agent alors qu'on n'a pas fait de changement côté serveur.
Si vous êtes en mode audit, évidemment, Rudder ne remet pas la configuration, mais vous remontera une erreur à la place. Et donc ici, on a tout l'historique des changements qui se sont produits sur les machines en question. Enfin, donc, on a la liste des fichiers qui ont été modifiés sur l'agent. Et donc, on peut récupérer l'ancienne version. Supposons qu'on ait fait un changement qui est supprimé énormément de lignes et qu'on voudrait les récupérer. On peut aller les retrouver sur l'agent. Enfin, une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est à quoi on applique toutes ces règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vouloir avoir des règles différentes en fonction des machines qu'on a. Donc, on a créé simplement la notion de groupe. Chaque machine appartient à un ou plusieurs groupes. Et chaque groupe peut être défini soit statiquement, voici toutes les machines de ce groupe, soit dynamiquement. Définir un groupe à partir de telle propriété. Donc, l'intérêt de définir des groupes statiquement, c'est lorsque un groupe est défini par des propriétés qui ne sont pas gérées par Rudder lui-même. Ou définir un groupe dynamiquement, c'est la partie la plus intéressante. C'est dès qu'une machine possède une propriété, elle est aussitôt intégrée à un groupe. Rudder effectue automatiquement un inventaire une fois par jour de ce qu'il y a sur la machine. Un inventaire qui inventorie à la fois le matériel, le logiciel installé, le réseau, etc. Et toutes ces propriétés peuvent être utilisées pour créer un groupe. Et donc, on peut avoir des machines automatiquement, des machines sont automatiquement dans un groupe en fonction de leur OS, en fonction du fait qu'elles fassent serveur web ou en fonction de tout ce qu'on peut récupérer dans l'inventaire. On peut aussi stocker dans Rudder, machine par machine, des propriétés spécifiques que l'on va pouvoir éditer soit à la main, soit à travers une API, et donc faire des groupes basés sur ces propriétés. Et enfin, on a des connecteurs entre Rudder et les CMDB, donc aujourd'hui ETOP, qui vous permettent de définir des propriétés dans la CMDB et faire des groupes basés sur ces propriétés. Ainsi, vous pouvez savoir automatiquement que cette machine est une machine de prod, alors que ça ne se voit pas dans l'inventaire. Ou de savoir que cette machine est une machine de base de données, une machine sécurisée, une machine selon votre classification. Donc, toute machine qui apparaît dans Rudder, qu'une personne commence à gérer une nouvelle machine, parce que, comme on a dit, la croissance est continue, on ajoute régulièrement des machines, cette machine va automatiquement se retrouver dans les groupes qui vont bien, qui correspondent aux règles qu'on a définies, et les règles Rudder vont s'appliquer à cette machine automatiquement dès qu'elle va se connecter à Rudder et avoir son agent qui va commencer à tourner. Donc toute nouvelle machine est gérée automatiquement. Donc les groupes sont chez nous rangés dans des catégories et aussi quelques exemples de groupes qu'on peut faire qui nous permettent de gérer assez facilement les règles. Je veux des règles qui vont sur les serveurs de pré-production, des règles seulement sur les serveurs Debian, et on peut rajouter des exceptions dans les groupes si on veut, lorsqu'on applique des règles. Certains groupes sont statiques, d'autres dynamiques, au choix. Et en résumé, un petit aperçu de la page d'accueil de Rudder pour vous montrer ce que cherche à montrer Rudder, c'est-à-dire à vous donner un niveau de conformité par rapport à l'ensemble des règles que vous avez demandées. Et donc c'est la première chose que montre Rudder, c'est ce niveau de conformité sur un dashboard et un accès direct à l'information que l'on peut creuser lorsqu'on a une erreur, aller chercher l'erreur directement. Et je vais laisser Alexandre vous faire une conclusion. Finalement, on parlait donc de conformité, de continuité, et que c'était une clé d'audit démontrable. Donc déjà la continuité, vous aurez compris qu'il y a l'agent qui apporte cette partie-là de continuité. Le dashboard qu'on voyait derrière, donc ça veut dire que toutes les 5 minutes par défaut, on a une visibilité exacte de ce qu'on a sur notre système d'information. La machine est éteinte, ça va ressortir en rouge, puisque ça veut dire qu'elle n'est pas conforme. On a la possibilité d'avoir le mode audit et même d'aller un peu plus loin que ça, puisqu'on a le mode enforce. Qu'est-ce que ça apporte finalement comme plus-value et pourquoi est-ce que ça devient la clé de la démontrabilité comme conformité? Déjà, ça apporte une certaine visibilité. Et bien sûr, sur le parc qui a été rentré dans Rudder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autodiscovery magique avec un bouton. Voilà, ça n'existe pas, enfin pas à ma connaissance. Maintenant, c'est de plus en plus facile avec la Virtu et le cloud de réussir à faire des appels API et de réussir à englober un petit peu tout ça. Donc cette visibilité, elle a le bon goût en fait, donc d'être en temps réel, d'être démontrable à tout moment, donc via l'audit log et via l'event log, donc on arrive à retrouver toutes les activités qui sont passées.
Notamment en forensique, c'est plutôt pratique. Et puis sinon, même au quotidien, c'est quand même assez utile de savoir qui a foutu le bazar sur mes serveurs de production. Enfin surtout, qui, pas tant pour lui taper sur les doigts, mais pour qu'on réussisse à comprendre plus facilement et à résoudre la problématique. Ça veut dire qu'obligatoirement, tout le monde passe par Rudder pour faire l'administration. Si ce n'est pas le cas, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que si jamais c'est un fichier de conf qui est géré par Rudder et que la politique de sécurité a défini par exemple que le permis de root login était à no, il va essayer de le mettre à yes, ça ne va pas marcher. Exactement. Ouais. Alors après, on peut réduire de 5 minutes à moins. Hein. On étudie la possibilité de le mettre en continu, vraiment continu, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu le cas d'usage qui nécessitait que ça se fasse. Et donc... Bon, après, la problématique, c'est comme d'habitude, un bastion qui administre l'ensemble de votre parc, ça devient aussi un point de vulnérabilité important. Ça, c'est clair. Et ça, c'est clair, c'est évident. Par contre, ce qui est bien de montrer ici, c'est le point central, que Rudder, du coup, devient un élément central, qui est une problématique en soi aussi. Hein. Mais ça apporte aussi des solutions. Déjà parce qu'il est simple d'utilisation. Contrairement aux autres outils de gestion des configs, ce n'est pas un outil d'infrastructure as code. Alors évidemment, si on prend Ansible par exemple, avec Tower, il rajoute un côté graphique qui est quand même assez sympa. Et puis c'est quand même beaucoup plus sexy de lire et d'écrire en Ansible qu'en Puppet ou en Salt, c'est clair. Par contre, ce que ça apporte en plus, comme c'est un outil qui est accessible pour tout le monde, ça veut dire y compris des équipes de sécurité, des administrateurs système, des chefs de projet, qui ont une visibilité sur l'ensemble de leur périmètre à eux. Et comme il y a un mode audit et un mode enforce, ça a plutôt le bon goût de réussir à bien fonctionner. Moi, c'est quelque chose que j'avais... Ça fait pas très longtemps que j'ai rejoint Normation, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Normation, parce que je crois en ce produit, en Rudder, parce que j'ai trop vu des outils de sécurité qui étaient imposés par la direction de la sécurité et qui n'étaient pas acceptés par les équipes de production, qui du coup, in fine, ne fonctionnaient pas. Alors que là, on se retrouve avec un outil qui serait commun et partagé en commun, qui est donc susceptible déjà d'améliorer un peu la chose de ce point de vue-là. Et comme on a un référentiel commun qui est simple à échanger et à communiquer, ça veut dire aussi que c'est beaucoup plus simple de faire travailler les équipes ensemble et de retrouver les problématiques, notamment par le côté drip-down d'une problématique de conformité. On arrive vite à retrouver ce qu'on appelle la fast root cause analysis. Donc en cas d'incident, on peut aller vite retrouver l'information. Ce qu'on aime bien à dire, nous, côté sysadmin, je dirais, c'est que finalement, ils oublient tout ce qui est la partie infrastructure en dessous du middleware. Ils ont leur continuous intégration et leur continuous deployment qui viennent déployer les applications. Ce qui est bien, c'est que maintenant, à partir du middleware, ils oublient tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les 95% de leurs tâches opérationnelles qui s'occupent juste de résoudre les incidents qui sont toujours les mêmes, de droits, de services qui ne tournent pas, de relance, de dérives diverses et variées. Et finalement, ça veut dire qu'on rentre dans un audit. Si on rentre dans un audit ou même dans une gestion de config en règle générale en continu, on arrive à avoir une amélioration en continu puisqu'on va oublier nos tâches récurrentes qu'on ne s'occupe plus, puisqu'on n'a plus besoin de s'en occuper à faire. Rudder va le faire pour nous. Et au contraire, on va passer du temps à plutôt améliorer le système et à s'occuper de choses qu'on remet sans arrêt au lendemain. J'ai fait une success story ce matin, une interview ce matin avec un de nos clients ça fait 3 ans qu'il utilise Rudder. Du coup, il y a des effets de bord. Il me disait qu'il y a pas mal d'éléments de config où il n'est plus trop au courant en fait, de ce qui est déployé sur son système informatique. Bon, c'est aussi parce qu'il ne veut pas trop aller chercher l'information, mais des comptes de service, aujourd'hui, plus personne ne sait déployer des comptes de service autrement qu'à travers Rudder, puisque c'est Rudder qui le fait pour eux. S'ils ont besoin de rajouter un compte de service, ils le font. Et c'est là l'avantage pour lui, c'est-à-dire qu'il peut se préoccuper d'autres choses qui nécessitent plus d'importance et plus de plus-value pour quelqu'un plutôt que de répéter la même chose sur un serveur et d'être soumis à contrainte d'attendre l'année prochaine pour pouvoir faire son audit sur l'ensemble de son système d'information. Voilà, en conclusion, on a utilisé évidemment des icônes et des images qui sont libres de droit. Vous pouvez télécharger sur rudderproject.org la solution. Sinon, sur normation.com, notre société, vous pouvez retrouver un peu plus d'infos sur la solution dans son ensemble. On va être présent au DevOps Rex donc le 2 octobre. Au Paris Open Source Summit aussi, sûrement au DevOps D-Day. On est très ancré dans la méthodologie DevOps, donc c'est normal de nous y voir pas mal de fois par là. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le bon moment, je pense. C'est quoi le modèle économique des normations ?
Donc Normation, c'est une société open source, effectivement. Ce qu'on vend, on vend des souscriptions qui intègrent en fait des tests supplémentaires, un long terme support, donc un passage de support en continu est plus long que la version open source communautaire, ce qui permet de pouvoir envisager de le déployer en production sans avoir changé régulièrement de version. Par exemple, le client de ce matin, c'était le cas, il est resté dans une version qui date d'il y a 2 ans. Ce n'était pas un problème pour lui, on continue de le maintenir. On a le support éditeur inclus à travers cette partie-là. Maintenant, ce qui est open source, c'est tout ce qui est le support des OS open source. Tous les OS propriétaires sont soumis à souscription. Et ce n'est pas du code libre. Donc en l'occurrence, si vous voulez déployer sur du Windows, vous devez vous acquérir d'une souscription auprès de notre société pour ça. On a du développement sponsorisé aussi, c'est-à-dire qu'on a des sociétés éditrices ou des partenaires. Par exemple, on a des hébergeurs, des grands hébergeurs qui utilisent Rudder pour pouvoir faire de l'infogérance et gérer leur parc et qui ont besoin de fonctionnalités supplémentaires et qui donc ont fait ce qu'on appelle du développement sponsorisé. C'est-à-dire qu'ils ont émis l'idée d'avoir une feature en plus et on leur a suggéré de pouvoir nous aider financièrement pour pouvoir la déployer, la développer. Et donc ça allait un peu plus vite que si c'était d'un point de vue communautaire. Sachant qu'après c'est redéployé dans la source communautaire. Admettons qu'il y ait une coupure d'un réseau entre l'agent et... Merci de poser cette question parce que justement tout à l'heure je parlais d'offline et on a complètement rebondi sur l'autre sujet. Je te laisse terminer. La base normative de vérification elle est poussée à l'agent et puis stockée sur l'agent et donc du coup... Rien n'est poussé sur l'agent. L'agent tire l'information. Enfin, oui. Donc, mais il y a l'information qui est La conserve en local. on n'est pas obligé de... exactement. Il l'applique du coup en local. On peut citer un exemple qui va parler peut-être à tout le monde, qui serait une trame de métro. On n'a pas de réseau partout. Ça n'empêchera pas la RAM de pouvoir continuer à exécuter toutes les 5 minutes son action. On a d'autres choses qui sont liées à des OIV en pleine mer. Pas de problème. Ça s'applique. Et quand ils reviennent à bon port, ils viennent redescendre toutes les informations, ils viennent remonter les rapports. Donc si je voulais être un pirate, je coupe l'accès réseau, je mets tout sur ce qu'il y a... Nous, on a l'information qu'il n'y a plus de réseau. Hein. Donc, on sait que c'est plus conforme à travers la plateforme de conformité, enfin à travers Rudder, le serveur central. Ça n'empêchera pas l'agent de s'exécuter, puis une fois qu'il récupérera le réseau, il remontera le rapport. Ça n'empêche pas, c'est pas un outil de sécurisation et d'enforcing, c'est une aide à l'audit et à l'enforcing de conformité. D'autres questions ? Alors là, je vous avoue que moi, je n'aurais pas la réponse de cette partie-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une croissance à 2 chiffres. Je ne sais pas si c'est pas public, ce serait... Pardon ? Je ne sais pas si je peux vous donner l'information comme ça, et notamment en vidéo. Mais en off, je pourrais vous en parler. On est 11. Et oui, on vient d'accueillir une nouvelle employée hier. Et moi-même, je suis arrivé il y a 4 mois. On a une solution qui a pris un peu de temps peut-être en maturité, notamment sur les vecteurs d'attaque, je dirais, d'un point de vue marketing. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait présenter notre outil au mieux. Je sais que Hervé, par exemple, connaissait déjà Rudder depuis quelques temps. C'est à cause de mes consultants, hein. C'est pas moi perso. Et aujourd'hui, notre solution se fait de plus en plus connaître. Après, on est outsider. Hein, donc, moi, je fais malheureusement beaucoup de sécurité organisationnelle. Et deux questions, je me souviens déjà plus de la deuxième, mais la première, vous avez un ergonome dans les 11 ? On a un UX designer, mais parce que si vous révélez des problématiques d'ergonomie, vous pouvez les remonter aussi. On n'a pas d'ergonome officiellement. C'est souvent le cas, je ne connais pas votre solution, par contre sur ce genre d'outil, c'est souvent le cas. C'est un peu une usine à clic, une usine à gaz, et au final... Oui, tout à fait. Le designer est là depuis 1 an et c'est vrai qu'il a beaucoup amélioré la situation, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment difficile. La deuxième, c'était... Je compte faire des enquêtes qualité d'ailleurs depuis que je suis arrivé avec notamment des gros clients qui déploient, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais un serveur Rudder, environ 10 000 machines clientes. Et donc on a quelqu'un qui déploie sur 7000 nœuds, donc je pense qu'il doit souvent cliquer dedans. Et donc ça serait une bonne question, je pense qu'il faudra que je fasse une petite enquête sur ce sujet-là pour avoir des remontées. Est-ce que vous pouvez citer des concurrents ?
Oh bah oui, alors là, on n'a pas de problème à citer nos concurrents. Déjà, il y a DSC, PowerShell DSC avec SSCM et toute la suite, de toute façon, de Microsoft sur la partie Microsoft, mais pure Microsoft. Sinon, évidemment, on a Chef, Ansible, SaltStack, CF Engine, enfin, on en a quelques-uns. Après... Eux, ils ne sont pas venus présenter leur solution à nous. Alors après, on a l'avantage, c'est qu'on est français. Ça permet d'avoir une culture de support... Pardon ? C'est l'avantage sportif. On est de plus en plus... Le marché français, donc si vous voulez gagner de l'argent, c'est pas un avantage. Bon, pour l'instant, en tout cas, on en a suffisamment pour embaucher 2 fois par an, donc ça commence déjà à être bien. Il y a des concurrents qui ne se dirigent pas tout à fait dans la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont très peu à développer cette partie audit. C'est-à-dire qu'ils développent surtout la partie modification de la configuration, et toute la partie audit, c'est juste du dry run pour Si on prend Inspect par exemple, ou des choses comme ça de chez Chef, ou si on prend OpenSCAP en règle générale, qui est intégré dans la suite satellite de Red Hat, on est vraiment là dans le genre d'outil qui sert à une équipe de sécurité, mais qui va servir que à lui. Et il va juste savoir sur qui il peut taper des doigts et sur quoi est-ce qu'il peut aller après derrière venir faire des injectives. Là, c'est un outil qui permet de faire ça, mais aussi plus. Et puis surtout, c'est pas un outil différent. Ça permet d'avoir un langage commun. C'est quand même intéressant. Vous avez une interface, bien comme ça, mais c'est Inventory ou On est avec Fusion Inventory, c'est ce qui nous permet de remonter l'inventaire. On est basé sur Git, OpenLDAP. On n'a que des briques open source. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, tout à fait. Pour la partie inventaire, c'est Fusion. Et puis c'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien avec iTop, parce que c'est quelque chose qui se mêle plutôt bien. D'autres questions? Bon, ben, merci beaucoup.